C'est un projet comme on n'en a jamais vu en Afrique au sud du Sahara. Le Burkina va bientôt se doter d'une centrale d'énergie solaire d'une valeur de près de 45 milliards de francs CFA. La première tranche de l'enveloppe est acquise. Elle vaut plus de la moitié du montant total. La coalition de la société civile donne sa lecture de l'état des droits humains au Burkina. C'est une réplique à la session de l'examen périodique universel qui se tient à Genève et qui a vu le passage haut la main du Burkina face à ses pairs. Et puis, pour une sortie de protestation, l'appel du PDS, ancien parti au pouvoir au Sénégal, s'est avéré un test de popularité réussi. Des rues noires de monde pour exiger liberté pour Karim Wade et ses compagnons d'infortune, dont justement la fortune est en cause. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Vous venez de le suivre en match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Dortmund a battu le Real Madrid par 4-1. Dans l'autre match joué hier, le Bayern de Munich l'a emporté face au FC Barcelone par 4-0. Autant le dire, la finale s'annonce aux couleurs des clubs allemands. Et puis, retour chez nous, on est mercredi, jour traditionnellement consacré au Conseil des ministres. À ce rendez-vous, de nombreux dossiers sur la table, révision des prix des produits de grande consommation, renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation, le plan de développement sanitaire 2012-2013, sans oublier une question d'actualité comme celle du contentieux frontalier entre le Niger et notre pays. Le résumé est proposé par Abdul Rasmane Zongo. Bientôt, 5 produits de grande consommation, dont l'huile, le savon, le ciment et la farine boulangère, vont connaître une révision de prix. C'est un des dossiers examinés au palais présidentiel de Kosiam ce matin, lors de la dernière séance du Conseil des ministres du mois d'avril. Le ministre de tutelle donne des éclairages sur la fixation des prix. C'est le ciment produit par Diamond Cement, c'est l'huile, c'est la farine boulangère, c'est le pain et c'est le savon. Donc nous avons rediscuté dans le cadre de concertation tripartite et nous avons pu arrêter avec l'ensemble des acteurs de pouvoir retoucher un peu dans la structure de prix et de permettre aux opérateurs économiques aussi de ne pas être dans des arrêts de production, mais aussi de permettre au marché de pouvoir toujours avoir de la disponibilité aux consommateurs de pouvoir bénéficier de ces produits. Voilà ce qui a été fait aujourd'hui et nous adapterons dans les jours à venir dans un programme que nous allons arrêter de façon à permettre la révision de ces prix de 5 produits à la consommation dans un calendrier que nous allons faire sortir dans les jours à venir, mais pas du coup pour permettre aux consommateurs de ne pas ressentir aussi cette révision de façon en tout cas brutale. Le dossier axé sur le plan de développement des ressources humaines pour la santé 2013-2020 a également été étudié. Explication du ministre Léné Sebgo. Il s'agissait d'adopter ce plan qui essaie de prévoir comment on va gérer les ressources humaines entre 2013 et 2020. Et naturellement, il y a un certain nombre de travail à continuer, notamment en définissant de façon assez claire les normes dans les formations sanitaires pour finalement définir les besoins qu'il nous faut, le plan de recrutement par année et les coûts de la formation pour ces personnels, en incluant bien sûr le programme de recrutement des spécialistes parce qu'on veut former les spécialités en grand nombre, mais également en incluant le fait qu'il y a une réforme qui veut qu'on transforme donc, les CSPS des chefs-lieux de communes rurales en centres médicaux. Donc tout cela doit être intégré dans le plan de développement sanitaire de telle sorte à avoir un outil de gestion donc, du personnel, un outil de programmation du personnel, un outil de programmation de recrutement et de formation du personnel tout simplement. Le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation a fait l'objet d'une prise de décret. Élément de précision avec le ministre concerné. En juillet 2012, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Le décret que nous venons d'adopter donc vise à opérationnaliser cette stratégie à travers la mise en place d'un comité de pilotage qui sera lui-même complété par un comité pédagogique en vue de maximiser les résultats. Il faut dire que le comité de pilotage a pour mission, entre autres, de veiller à l'application des recommandations spécifiques faites dans le cadre des revues de la SCAD
et des sessions de la CONAD. Le verdict de la Cour internationale de justice sur le litige frontalier entre le Burkina Faso et le Niger s'est également invité à ce Conseil des ministres du 24 avril. Je crois que les deux gouvernements vont se rencontrer, comme nous l'avons dit, et ça doit conserver, préserver les relations de fraternité entre les deux États. Et les chefs d'État s'étaient engagés donc dans ce sens. Il y aura un travail d'explication et bien entendu un choix sera laissé aux populations pour choisir entre soit rester, soit reculer plus loin, tant entendu que pour ce qui concerne la terre, pour ce qui concerne le territoire, le statut en tout cas est définitivement fixé par la Cour. Voilà, et comme d'habitude, nous reviendrons plus en détail sur le compte rendu complet du Conseil des ministres à la fin donc de ce journal. À suivre en attendant de la transparence dans la gestion des affaires publiques. La réalisation de l'exigence devient le sésame, ouvre-toi des organismes internationaux. À cette réglementation, l'espace UEMOA s'est conformé et à son tour, en attendant de même des pays membres, pour le Burkina, c'est fait. Un projet de loi a été voté hier à cet effet. Anatoul Nakoulma, Sylvain Vebamba. En conférant au Code de transparence dans la gestion des finances publiques une valeur de loi dans son paysage juridique, le Burkina Faso prend l'engagement au plus haut niveau de faire des principes comme la transparence et l'efficience le socle de sa gouvernance financière. Il y a 3 idées forces à l'intérieur de ces textes, notamment la transparence dans l'élaboration, l'exécution et la mise en œuvre des budgets. Il y a également aussi les formations des personnels et leur motivation, puisque vous savez qu'il y a toutes sortes de pressions qui peuvent s'exercer sur les agents publics commis à la gestion des finances publiques. Cette loi met vraiment l'information au cœur vraiment des choses, parce qu'il faut informer les citoyens qui doivent savoir exactement ce qui se passe dans la gestion des finances publiques. Le projet de loi adopté par la représentation nationale comporte 58 articles répartis en 9 chapitres. Notre pays est le deuxième de l'espace UEMOA, après le Sénégal, à légaliser les 5 directives constitutives du nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'Union. Donc il s'agit pour nous d'internaliser les directives de l'UEMOA au sein de nos États et de réaffirmer tous les principes qui sont édictés dans ce code. Cependant, à travers les questions au niveau du débat général, des députés de l'opposition ont relevé quelques insuffisances et surtout regretté que les comportements ne suivent pas toujours les textes qui sont adoptés. J'ai posé effectivement 6 questions et mes 6 questions, j'ai estimé qu'il y a d'abord que les 5 premières questions n'ont pas été répondues totalement. Je suis resté sur ma faim. La 6e question n'a pas été du tout répondue. Je ne connais pas de système de gestion qui soit soumis uniquement qu'à un système de contrôle interne. Il faudrait, pour compléter la panoplie, qu'il y ait un contrôle externe, c'est-à-dire par un audit qui arrive de l'extérieur. Au terme de la séance, c'est à l'unanimité des 116 votants que le projet de loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso a été adopté. Dans les locaux de l'Assemblée nationale, 6 titulaires et autant de suppléants pour un début. Voilà le nombre de députés appelés pour la haute cour de justice. Une fois à ce poste, leur rôle sera de juger les hautes autorités de l'État. En attendant, revoyons l'ambiance qui a accompagné le vote des députés. Une fois élus, les appelés ont la main sur le cœur, promis de se conduire en dignes magistrats. Anatoul Nakoulma, Anna-Lucie Kéré. L'émotion était forte pour les 6 juges parlementaires titulaires et les 6 juges parlementaires suppléants qui ont été désignés par leurs collègues députés pour siéger à la Haute Cour de justice. À l'issue de leur élection à bulletin secret, Jérôme Comporé, premier juge parlementaire suppléant, Gisèle Digma, premier juge parlementaire titulaire,
et les autres élus de l'opposition et de la majorité, membres de l'instance, chargés de juger les hauts responsables de l'État, ont prêté serment en promettant de bien et fidèlement remplir leurs fonctions. Cette émotion est d'autant plus grande que le résultat que je viens d'obtenir confirme ce besoin en été, que mes collègues députés placent beaucoup de confiance en moi et que je promets et je jure de remplir loyalement ma mission qui m'a été confiée et pour le bonheur du peuple burkinabé. Pour les 6 juges parlementaires suppléants, ils mettront tout en œuvre pour mériter la confiance qui a été placée en eux. Ce n'est pas un référendum. Quand un problème, on ne vient pas demander au groupe parlementaire, etc. Bon, nous instruisons à notre âme de conscience et je pense que chacun de nous dit ce qu'il sa conviction. C'est comme ça que je comprends la tâche. Conformément aux articles 137 à 140 de la Constitution, 3 magistrats de grade exceptionnel seront désignés ultérieurement et porteront à 9 le nombre des membres titulaires de la Haute Cour de justice. La communauté internationale passe en revue l'état des droits de l'homme des pays membres sur la question. Notre pays a réussi son examen de passage, même s'il reste encore des conditions, et pas des moindres, à remplir. On regarde plus en détail le dossier avec Mariam Vanessa Touré. Opération Transparence sur les droits humains, acte 2. La ministre des Droits humains et de la promotion civique prend place aux côtés des membres du groupe de travail sur l'examen périodique universel. Julie Niyan-Somda a 3h30 pour présenter la situation des droits humains, le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues du premier passage à l'EPU en décembre 2008, les perspectives du Burkina en matière d'effectivité des droits humains et répondre aux questions des États. Dans son rapport, elle présente une situation globalement positive des droits humains au Burkina, même si les efforts consentis cachent quelques disparités. We will now proceed with the review of Burkina Faso. Le rapport présenté par le Burkina Faso à ce jour rend brièvement compte de la situation des droits de l'homme sur son territoire depuis l'examen précédent. Ainsi, au plan judiciaire, des progrès sont enregistrés avec notamment la création d'un fonds de 100 millions de francs CFA pour aider les justiciables démunis dans leurs actions judiciaires. Le droit à la santé s'est vu renforcé avec le lancement par le gouvernement de l'assurance maladie universelle. Le Burkina a aussi adopté plusieurs textes afin de conformer la législation et la réglementation nationale aux normes internationales. Dans cette dynamique, on note la mise en conformité de la Commission nationale des droits humains avec les principes de Paris, l'institution des chefs de file de l'opposition politique, la création d'un conseil national pour le genre et le renforcement des capacités de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Toutefois, le bémol viendrait de l'abolition de la peine de mort non encore effective, de la traite et du travail des enfants, de même que la mutilation génitale féminine, toujours d'actualité dans de nombreuses régions du pays. Pour la ministre burkinabé en charge des droits humains, les efforts se poursuivent pour inverser la tendance. Nous sommes en train d'approcher les chefs coutumiers et religieux, nous approchons la population même de manière générale, nous approchons les parlementaires, nous approchons les organisations de la société civile pour sensibiliser sur la nécessité d'abolir la peine de mort. Mais vous voyez, ce n'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, nous assistons quand même à un regain d'incivisme et à un regain de violation de certains droits, des droits fondamentaux, à savoir la vie. Le MBDHP, avec d'autres organisations de la société civile, ont proposé un rapport alternatif sur la situation des droits humains au Burkina Faso. Ce rapport-là, nous mettons l'accent sur les questions telles que l'indépendance de la justice, parce que de notre point de vue, depuis le dernier passage du Burkina jusqu'à ce second passage-là, la situation n'a pas beaucoup évolué. Nous avons toujours une justice qui est très dépendante du pouvoir politique en place. Donc nous revenons là-dessus. Nous évoquons également la question de la démocratie, notamment ce qui concerne la reconnaissance des candidatures indépendantes. Parce que pour nous, dans un système démocratique, qu'on veut démocratique, il est important que les citoyens puissent se présenter à toutes les élections. Si on arrivait à mettre en pratique donc, le contenu de la loi, la Commission nationale des droits humains devrait pleinement jouer son rôle d'assistance au pouvoir public pour la promotion et la protection des droits humains, avec un mandat large de protection des droits humains,
à savoir être en mesure d'interpeller le gouvernement, être en mesure de proposer, de faire des recommandations, mais surtout être en mesure de recevoir des personnes qui déposent des plaintes individuelles ou collectives. Après le premier examen périodique en 2008, 27 recommandations avaient été formulées à l'endroit du gouvernement burkinabé. Des recommandations qui ont connu des fortunes diverses. Nous avons pris des mesures justement pour éviter le travail des enfants dans les mines. C'est interdit par la loi. Et ce que nous faisons, c'est la sensibilisation pour dire à ceux qui sont titulaires, responsables de la gestion de ces mines-là, qu'il faut refuser d'employer, d'embaucher des enfants sur les sites miniers. Et nous faisons aussi cette sensibilisation à l'égard des parents pour que l'école soit privilégiée par rapport au travail dans les mines. C'est vrai que ça rapporte de l'argent, mais ce n'est pas le lieu idéal d'éducation d'un enfant. D'autres recommandations sont attendues à la suite de ce deuxième examen périodique. La validation du rapport gouvernemental sur l'état des droits humains au Burkina est quant à lui attendue pour le mois de juin prochain. Et puis l'état des droits de l'homme du Burkina vu par la société civile au Burkina, elle attend beaucoup mieux du gouvernement, surtout dans la mise en œuvre des recommandations émises lors du dernier examen périodique universel d'il y a 5 ans. Pour faire écho à la session qui vient de se tenir à Genève, une coalition de 6 organisations de la société civile a rencontré la presse. Estelle Judith Assogba. Le Burkina Faso a participé le 22 avril dernier à Genève, en Suisse, à l'examen périodique universel du système des Nations Unies. Étaient également présents à cet exercice les organisations de la société civile avec sous les bras un rapport alternatif sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie au Burkina Faso. Cette conférence de presse, initiée par une coalition de 6 organisations de la société civile, avait pour objectif de partager le contenu du dit rapport avec les journalistes. Nous pensons qu'aujourd'hui au Burkina Faso, il y a un déficit au niveau de la gouvernance politique et démocratique. Vous savez que nous avons connu des périodes extrêmement difficiles dans le courant du premier semestre 2011. Nous pensons fondamentalement que les causes profondes de cette crise que nous avons connue en 2011 reposent sur l'extrême concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif. Il y a également, naturellement et malheureusement, cette velléité persistante à vouloir modifier l'article 37 de la Constitution en vue d'une perpétuation au pouvoir. Deuxième niveau de déficit, c'est un rapport avec les droits civils et politiques. Pendant longtemps, nous avons dénoncé des dérives et des pratiques pas normales, telles que les tortures, les détentions arbitraires, les détentions abusives, au niveau des centres de détention préventifs, comme les commissariats de police, comme les postes de gendarmerie, mais également au niveau des maisons d'arrêt et de correction. Nous constatons malheureusement aujourd'hui que ces phénomènes-là perdurent. Il serait temps que l'on bannisse l'ensemble de ces phénomènes-là. Face aux insuffisances relevées, les auteurs du rapport ont également formulé des recommandations à l'adresse de l'État burkinabé. Des recommandations qui s'articulent en 10 points et visent à améliorer la situation des droits humains. Ce que nous proposons au gouvernement est intégré dans les différentes recommandations que nous avons formulées. Et je pense que généralement, lorsque vous parlez d'améliorer les conditions de vie des gens, à savoir prendre en compte les droits économiques, sociaux et culturels, la réaction primaire de pratiquement tous les États, tous les gouvernements, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, d'argent, pour prendre en charge la santé de l'ensemble des populations, pour prendre en charge l'éducation de l'ensemble des populations, etc. Nous disons non. C'est une question de choix de priorité. La coalition envisage poursuivre ses actions après le passage du Burkina Faso à cet examen. Elle est déterminée à effectuer un travail de suivi en vue de la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées à Genève à l'adresse de notre pays. On lit à présent entre les lignes du dernier rapport du PNUD sur les indicateurs du développement humain. Au classement, le Burkina occupe la 183e place sur 187. Mais en regardant de plus près, le rapport note une progression générale pour l'ensemble des pays du Sud. C'est d'ailleurs sur le thème de l'essor du Sud dans un monde diversifié que le programme publie son document. Claudine Bikaba.
L'indice de développement humain IDH pour l'Afrique au sud du Sahara passe de 0,405 en 2000 à 0,475 en 2012, soit un taux de progression annuel moyen de 1,34% selon le rapport mondial humain 2013. Cette performance résulterait des efforts dans la promotion de la santé, de l'éducation et le développement économique. Le rapport est officiellement lancé au niveau mondial au Mexique le 14 mars 2013 et au Burkina ce 23 avril. Et ce lancement a pour objectif de contextualiser un peu le rapport, de discuter des résultats du rapport en ce qui concerne le pays et de voir quelles sont les applications et les discussions qu'on peut faire sur les recommandations qui sont indiquées dans le rapport. Le rapport a fait le point sur les transformations opérées par les pays du Sud portées par les pays émergents que sont le Brésil, la Chine et l'Inde et les présente comme des expériences réussies. Il s'est aussi penché sur comment maintenir cette dynamique évolutive. Le rapport analyse les avancées économiques et sociales des pays émergents du Sud ces dernières années. Il essaie de voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer, que les pays qui sont à la traîne peuvent tirer de l'expérience de ces pays pour pouvoir relancer leur économie. Le Burkina est classé 183e sur 187 pays. Cependant, l'expert qui a présenté le rapport estime que le Burkina est sur la bonne voie. Néanmoins, il devra mettre l'accent sur l'alphabétisation des adultes et s'activer à créer plus d'emplois pour les jeunes pour renforcer ses performances. Pour le moment, l'acte est classé au compte du vandalisme. Dans la nuit d'hier à ce matin, un des pylônes de la nationale d'électricité a été mis à feu. La ligne desservait le quartier Kosodo via Tanguin. En attendant d'être mieux situé sur le fait, notre équipe de reportage rapporte les premiers constats. C'est aux environs de 3 heures dans la nuit d'hier que le centre de conduite de la Société nationale d'électricité du Burkina a fait le constat à partir de son tableau de bord d'une défaillance dans le quartier de Tanguin à Ouagadougou, un pylône en feu. Alertée, l'équipe de la distribution a pu maîtriser ce feu avant d'appeler l'équipe de transport qui a en charge les lignes de haute tension. Nous sommes venus aux environs de 7h, 6h30. Quand on a regardé, on a vu que ça ne peut pas être un court-circuit. Parce qu'on a constaté qu'en bas du poteau, on a vu des cailloux, on a vu des feuilles qu'on a brûlées. Et on a vu même un pneu à côté. Donc on sait que le feu là, c'est parti du bas. Voilà, donc c'est un feu d'origine criminelle, en tout cas un acte de vandalisme. Voilà, et ça nous crée vraiment d'énormes préjudices parce que depuis que la ligne est construite, on n'a jamais eu un incident pareil. Donc c'est un grave incident. Parce que ça va handicaper un peu la desserte de l'énergie venant de la Côte d'Ivoire. C'est donc le tronçon qui dessert le quartier de Kosodo qui a été endommagé par cet acte que l'on pourrait qualifier de sabotage. En attendant que la lumière soit faite, les agents de la Sonabel comptent se mettre à la tâche pour très vite réparer ce pylône. Mais au regard des dommages, il faudra 2 à 3 jours pour que cette ligne soit à nouveau fonctionnelle. Reportage de Étienne Bassenga et restons sur cette question de l'approvisionnement en énergie. Grande mutation en vue, on peut même se laisser aller au superlatif de révolution. Le Burkina va se doter d'une centrale solaire à hauteur de 45 milliards de francs CFA. C'est une première pour l'Afrique au sud du Sahara. Sur le total de l'enveloppe du projet, notre pays vient de se voir accorder près de 56% du montant, soit 25 milliards. C'est depuis Bruxelles que la convention est signée. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Moussa Saint-Poré et Yarkiteda. Le ministre des Mines et de l'Énergie à Bruxelles, en compagnie du directeur général de la Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina, le ministre Salif Kaboré a répondu à l'invitation de l'Union européenne pour paraffer un financement que l'Union accorde à l'État burkinabé. D'un montant de plus de 16 milliards de francs CFA, c'est une subvention qui va participer au financement du projet de réalisation de la centrale solaire des Atouli, dont le coût total est estimé à près de 45 milliards de francs CFA. Je suis très encouragé de cette coopération parce que je crois que ça débute en coopération pour le long terme avec notre banque d'investissement, je pense à la banque d'investissement de l'Union européenne. Et c'est aussi une bonne
pas dans l'implémentation dans le cadre de l'énergie durable partout. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est en anglais milestone project. J'espère que ça vraiment va aboutir dans beaucoup de pays d'Afrique, mais bien sûr aussi au Burkina, parce que les besoins dans le secteur d'énergie sont énormes et les capacités de financement sont limitées. Près de 29 milliards restent à rechercher, mais pour l'instant, avec cet accord de financement, c'est un pas de franchi vers le début des travaux. C'est un accord qui galvanise le ministre burkinabé en charge de l'énergie, pour qui le ton est déjà donné. Merci pour cette subvention que vous venez d'accorder dans notre pays. Vous avez dit que l'énergie est à la base de tout le développement. C'est vrai qu'au Burkina, aujourd'hui, on traverse des périodes difficiles. L'offre ne suffit pas. Et nous devons faire de telle sorte que d'ici 2015, il y a plus de 500 localités qui aient l'électricité. C'est pour cela que dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, il a mis en avant les énergies renouvelables, notamment le soleil. Et aujourd'hui, vous nous permettez de faire une étape. À terme, la centrale solaire des Aktouri va produire 33 MW et sera la première grande centrale solaire subsaharienne. Elle va permettre d'augmenter l'offre d'énergie électrique au Burkina pour faire face aux besoins qui croient annuellement de plus de 10%. D'ici à 2015, le gouvernement burkinabé a pris l'engagement d'électrifier 500 localités avec les sources d'énergie déjà existantes, l'énergie solaire avec. Avec la future centrale solaire des Aktouri, le Burkina Faso veut diversifier ses sources d'énergie pour combiner ensemble thermique, hydraulique, solaire et importation. L'accord de financement signé, le Burkina prend l'engagement. Le ministre de l'Énergie et des Mines donne rendez-vous au commissaire chargé du développement de l'Union européenne en fin 2014 pour l'inauguration de la première centrale solaire dans la partie subsaharienne. Voilà, le Burkina qui est donc en passe de résoudre une des questions cruciales de l'heure à l'échelle planétaire. En attendant que des initiatives nationales comme celle du Burkina se multiplient, le sujet demeure bien plus souvent. La question interroge le quotidien des populations. Elles sont prises en tenaille entre la volonté de protéger l'environnement et celle de ne pas gréver leur bourse déjà maigre. Dilemme partagé à l'échelle de la CEDEAO. On regarde les propositions de solutions. Près de 80% de la demande d'énergie de l'espace CEDEAO provient de la biomasse traditionnelle, notamment du bois et du charbon de bois. Une pratique aux conséquences néfastes sur l'environnement et sur la santé des femmes et des enfants. La question interpelle plus d'un pays membre de la communauté. Comme début de solution, il a été développé à travers le centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables, une initiative appelée Alliance pour une cuisson propre en Afrique de l'Ouest, WACA. Alliance qui fait l'objet d'une réflexion ici à Ouagadougou. Il est question pour ces experts en énergie de cuisson de l'espace communautaire de se mettre au même niveau d'information, de partager les meilleures pratiques, mais aussi de définir un plan d'action. Pour la mise en œuvre de cette initiative, il doit falloir avoir un plan d'action consensuel. Donc à l'issue de cet atelier, on devrait sortir avec les points de vue des différents participants permettant d'affiner le plan d'action. La réussite du pari d'une cuisson propre passe aussi par l'utilisation de moyens à haut rendement énergétique, tels les foyers améliorés. Ça permet d'économiser du bois et de réduire l'impact sur la déforestation. Même les autres sources d'énergie que sont le gaz par exemple, il faut également une cuisson propre. Donc il faut adopter des moyens qui permettent d'économiser l'énergie et également d'être propre, de dégager moins de gaz. À l'occasion de cet atelier, il a été donné à découvrir des exemples concrets de combustibles alternatifs, des produits technologiques et services de l'Afrique occidentale et d'autres régions. Et puis la 16e journée nationale du paysan, c'est dans moins de 24 heures, les 25, 26 et 27 avril. Donc, alors qu'il est, notre équipe en route pour Banfora est arrivée à destination. On fait ensemble le carnet de voyage avec Marguerite Douanou.
pour Banfora, vous pouvez vous faire une idée dès l'entrée de Bobo-Dioulasso du potentiel en matière de fruits et légumes dans cette localité. À Yegueresso, vous aurez l'embarras du choix et les prix défient également toute concurrence. L'escale de Yegueresso est presque obligatoire pour les voyageurs. Voici donc ces marchés de fruits et légumes de Bobo-Dioulasso avec Widia Rokiasano. C'est l'accueil réservé à tout voyageur qui fait une halte à Yegueresso, située à l'entrée de Bobo-Dioulasso sur la nationale numéro 1. En vous proposant ces fruits et légumes, c'est l'une des caractéristiques de la ville de Sia qui vous est dévoilée. Quand vous quittez une région, il faut ramener quelque chose qui est en rapport avec la région. Et les mangues, quand on revient de Bobo sans les mangues et pour certains sans les sutoumous, c'est comme si on n'a pas fait le déplacement. Certaines de ces femmes exercent cette activité depuis toute petite. Aujourd'hui, elles assistent impuissantes au nouveau type de marketing développé par les plus jeunes. Vraiment, elles sont agressives, entre griffes, en ce sens que chacune vraiment se débat. C'est un problème de sensibilisation. Sinon, on devrait s'asseoir, les clients arrivent à acheter. Une fois dans la ville, c'est tout un marché qui est consacré aux fruits et légumes. Et depuis 2010, il permet aux commerçants de faire de bonnes affaires. On vend par sac, on vend en détail, comme vous voyez comme ça. La boîte c'est 300, 500, 400. Pour le sac, ça fait 21 000. Le marché aussi, entièrement, le commencement, c'est mou d'abord. Parce que la période des mangues n'a pas bien encore arrivé, donc il y a beaucoup de clients qui n'ont pas engagé dedans d'abord. Situé au secteur 9, le marché des fruits et légumes de Bobo-Dioulasso a été construit dans le souci d'offrir un cadre plus sain et plus approprié à la vente de ces produits qui font la renommée de la belle cité de Sia. La formation est l'un des maillons essentiels pour le développement de l'agriculture. Le centre agricole polyvalent de Matourkou est depuis 40 ans dans cette dynamique de formation des professionnels de l'agriculture pour une sécurité alimentaire durable. En route pour Banfora, nous avons fait escale dans ce centre pour une visite guidée. C'est avec Moumouni Barou. Le centre agricole polyvalent de Matourkou est un établissement public de formation professionnelle et agricole du ministère chargé de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Créé en 1963, le centre assure la formation initiale des agents techniques d'agriculture, des techniciens supérieurs d'agriculture et des ingénieurs d'agriculture. Il faut le souligner, ces agents d'exécution, d'application et de conception ont tous le même objectif, la promotion de l'agriculture. Le centre Bonam-Malin, on forme à peu près 250 agents que nous mettons à la disposition, non seulement du ministère de l'Agriculture, mais également des projets, des associations et d'autres aussi s'installent à leur propre compte. Donc chaque année, 250 personnes qui arrivent à encadrer les nombreux paysans que vous voyez au niveau du Burkina. Ça contribue nécessairement à améliorer un peu la production et la productivité. Pour nous, ce qui est important, c'est quoi? C'est d'abord de donner une formation théorique, mais également de donner une formation pratique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc des plateaux techniques. Là, vous pouvez voir le laboratoire qui nous permet donc de faire un certain nombre d'activités en labo. Mais de l'autre côté, nous avons donc des espaces que nous appelons les parcelles de production au niveau scolaire. Et ici, vous avez les salles de classe et bien sûr le cadre d'hébergement à côté. Alors, donc, pour nous, il est important qu'à leur sortie, ils soient vraiment en phase avec les réalités du milieu, mais qu'ils soient également opérationnels. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois, nous essayons de nous rapprocher autant que faire se peut des réalités du terrain. En dehors du volet formation, le centre possède un autre département qui est celui de production. En ce qui concerne le département de la production, nous sommes structurés en plusieurs secteurs. Et le secteur de la production agricole, le secteur de l'élevage, le secteur des ressources naturelles et celui de la mécanisation. Nous travaillons aux côtés de la direction de la formation, dans la formation des élèves. Et pour cela, nous avons deux secteurs.
Le premier secteur, c'est la traction animale. Ensuite, il y a le secteur de la motorisation. Donc, vous avez ces tracteurs, vous avez un motoculteur par là, et vous avez aussi des motopompes qui sont là. Donc, c'est des formations qui sont réalisées dans le domaine, donc la formation, mais le matériel étant donc sous la responsabilité de la direction de la production. À l'occasion de la 16e journée nationale du paysan qui va se dérouler du 25 au 27 avril prochain à Banfora, le directeur général de Cap de Maturkou pense que c'est une opportunité pour sa structure d'apporter aux producteurs son expertise, notamment dans le choix des semences en fonction des changements climatiques. Les changements climatiques qui exigent de plus en plus de nouvelles techniques agricoles pour une meilleure productivité. Nous y sommes dans la cité du paysan noir et la première histoire que nous allons vous raconter, c'est celle de la société sucrière de la Comoé à Banfora. Une histoire qui dure depuis très longtemps. L'une des plus anciennes unités industrielles de la ville, en plus de contribuer à l'essor économique de la région, offre à la ville un charme particulier, vaste champ de canne à sucre. Sanoua Christine Koulibaly nous dit tout sur la SN Sosiko. Plus d'un voyageur a été séduit par cette vue panoramique qu'offrent ces vastes champs de canne à sucre situés de part et d'autre de la route à l'entrée de la ville de Banfora. Ce sont des centaines d'hectares qui sont ainsi emblavés pour alimenter l'une des plus anciennes unités industrielles de la région, la société sucrière de la Comoé Sosiko. La Sosiko existe depuis les années 68. Elle a commencé par la partie qui fait les sucres en morceaux, l'agglomérerie qui importait les sucres granulés pour les mettre en morceaux, qui était situé à Banfora dans l'actuel site des Grands Moulins. Et c'est en 1974, après l'ouverture des champs, que la Sosiko a déménagé sur le site ici. Et l'usine a commencé à partir de la matière première que nous produisons dans nos champs. Nous avons en ce moment une superficie de 4000 hectares sous canne pour une production d'environ 270 000 tonnes de canne, pour une production de 31 à 32 000 tonnes de sucre par an. Une production qui ne représente qu'environ 30% des besoins du marché national, mais qui rapporte beaucoup à l'économie burkinabé. La SN Sosiko achète sur le marché national pour plus de 5 milliards par an. Ce que nous versons dans les caisses de l'État annuellement, le dernier chiffre dont je me rappelle se trouve autour de 4 milliards de francs CFA. Et nous versons plus de 3 milliards de salaires, tous les éléments du salaire, si nous mettons tous les éléments du salaire ensemble, c'est plus de 3,5 milliards que nous dépensons par an. 3,5 milliards de francs CFA versés aux milliers d'employés de toute la chaîne de production du sucre, ce qui fait de cette société l'une des plus pourvoyeuses d'emplois. C'est vraiment une structure qui contribue à l'économie de la région à travers donc les recettes qu'elle reverse aux collectivités territoriales, à travers donc les emplois qu'elle a créés. J'ai fait 37 ans. On s'en sort. Et on s'en sort. En tout cas, ce qui est sûr, les problèmes ne manquent pas. Mais on essaie de relever les défis. Des crises, la SN Sosiko en a connu et la dernière en date est celle de 2011 qui opposait le syndicat des travailleurs à la direction. Aujourd'hui, les premiers responsables rassurent que cette période de turbulence relève du passé. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir et à court terme, la société projette atteindre son potentiel de production qui est de 40 000 tonnes par an. Et des investissements sont en cours pour atteindre cet objectif, notamment au niveau de la culture de la canne à sucre où de nouvelles techniques telles que la micro-irrigation permettent de réaliser 40% d'économie. Notre voyage pour Banfora s'achève ici au pied de la cascade de Kartibiela. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout le plaisir a été pour nous de vous présenter les potentialités de l'agriculture burkinabé tout le long de la route nationale numéro 1. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à Banfora les 26 et 27 avril pour la journée nationale du paysan. À bientôt.
Voilà, à bientôt Marguerite et toute l'équipe en voyage pour Banfora. La prochaine décennie devrait être marquée du sceau de la nouveauté dans l'exécution des œuvres sociales dans les universités publiques du Burkina. En attendant, les acteurs clés du processus planchent sur le plan stratégique. Il s'agit d'identifier les besoins pour mieux y répondre. Salut Nana. Le plan stratégique de développement 2013-2022 élaboré par le Centre national des œuvres universitaires vise à assurer une fourniture adéquate et améliorer des services sociaux aux étudiants burkinabés. Ce plan décennal tient compte de l'hébergement, de la restauration, de la santé et des activités sportives et culturelles de l'étudiant. Et pour valider ce document, les participants à cet atelier ont 3 jours pour faire une analyse approfondie, dégager les besoins et insuffisances et envisager des solutions. Ça va nous donner un document vraiment qui va nous permettre de voir avec les partenaires techniques et financiers, de voir même avec le gouvernement, etc., quels sont d'abord les besoins que nous avons et de quelle manière nous allons nous y prendre pour pouvoir répondre de façon efficiente aux besoins des étudiants. Ce document, une fois validé, permettra de répondre aux besoins présents et futurs en matière d'œuvres sociales des étudiants. Il devrait également contribuer à améliorer de façon progressive leurs conditions de vie et de travail. Et puis une date à retenir, le 17 mai 2013, c'est ce jour qui verra la récompense des plus méritants des hommes des médias du Faso. Cette année, près de 300 œuvres sont en compétition. Le comité d'organisation de l'événement vient d'être installé. Autant dire que les préparatifs de la 16e nuit du communicateur vont bon train. Sylvestre Da. Les membres du comité national d'organisation des prix Galien édition 2013, ici réunis au nombre de 51 personnes, plus du personnel d'appui, sont répartis dans 7 commissions. Ils sont déjà à pied d'œuvre pour une réussite de l'événement. Et cette cérémonie officielle d'installation du comité n'est donc que symbolique. Plus de 300 œuvres ont été enregistrées et après nettoyage, 272 ont été retenues et actuellement soumises à l'appréciation des membres des différents jurys. Ce qui nous reste à faire, c'est de préparer véritablement la soirée, la nuit du communicateur, qui, comme vous le savez, aura lieu le 17 mai. Et donc, nous voulons en faire une très très belle fête et aussi un beau programme télévisuel pour magnifier l'excellence dans le secteur des médias et de la communication. Les Galiens sont cette année à leur 16e édition. Et à l'occasion, le comité d'organisation a décidé de rendre hommage à l'un de ses pères fondateurs. Cette année, le président d'honneur, c'est M. Mahamoudou Ouedraogo, qui n'est plus à présenter, qui est un ancien ministre, ancien journaliste, conseiller du chef de l'État, qui est donc celui-là qui a initié ce qui s'appelait au départ les masques d'or, qui ont évolué pour être aujourd'hui les prix Galien. Donc c'est lui le président d'honneur. Je suis certain qu'avec lui, la cérémonie aura un éclat étincelant. Cette cérémonie officielle d'installation a permis aux différentes commissions de faire avec le président du comité d'organisation le point des activités déjà menées ou entamées, de faire un état des besoins et d'échanger des idées. Pour la suite, plusieurs rencontres de travail sont prévues. 2 répétitions générales sont également prévues, l'une le 16 mai et l'autre le 17 mai, le jour même de la nuit du communicateur. Écho de nos municipalités, la commune rurale de Gao dans le Ziro a officiellement son maire. Sofiane Seni vient d'être installé dans ses fonctions. Son mandat est placé sous le signe de la consolidation des acquis. Ramatou Zida. La mobilisation de ce matin du 6 avril 2013 à Gao dans la province du Ziro témoigne de l'intérêt de la population pour le développement de la commune. Une mobilisation pour soutenir le nouveau conseil exécutif municipal avec à sa tête Sofiane Seni qui dirigera désormais la mairie de Gao. Cette cérémonie consacre l'installation du bourgmestre issu du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Sofiane Seni mesure la responsabilité qu'est la sienne dans l'impulsion du développement socio-économique de la localité. Nous allons tout faire, comme je l'ai dit, et instaurer un cadre de dialogue entre les ressortissants, les services déconcentrés et la mairie. Nous sommes là pour appliquer ce qu'ils nous demandent. Nous ferons aussi de sorte à ce que ce qu'ils nous demandent, que nous puissions l'exécuter sans les décevoir. Le conseil entrant est fort de 20 membres et ils devront pour les 5 ans à venir jouer leur partition dans la construction de Gao.
Pour les parrains, c'est l'occasion de prodiguer des conseils. C'est une lourde responsabilité, mais dans la mesure où le choix s'est porté sur lui, c'est qu'il est en mesure, selon les populations, d'assumer cette tâche. Je voudrais donc pour cela l'encourager et lui prodiguer tous les conseils, à savoir d'être proche des populations et de tout faire pour que ces populations puissent avoir avec lui le maximum de satisfaction de ses besoins et de ses aspirations. Composé de 4 partis politiques, le CDP, l'UNDD, l'ADR et l'UNIPS, la nouvelle équipe entend faire fi des divergences pour relever les défis de cette commune de 9 villages. Sofiane Séni, quant à lui, compte sur l'appui de la population à la base pour porter plus haut le flambeau du développement et booster la pauvreté loin des frontières des Gao. Voilà, un reportage de Ramatou Zida et Sié Sylvestre Da, toujours sur le même registre, accès à l'éducation, à l'eau potable et à l'assainissement. Bref, c'est un mandat au plus proche du développement social que se fixe le maire de Yako dans le Passoré, nouvellement installé dans ses fonctions. Amado Sanfo dit compter sur la cohésion sociale pour mener à bien sa mission. Kadi Ouattara, Tanga Kafando. C'est par ces pas de danse que la population de Yako, dans la province du Passoré, a accueilli son nouveau maire. Amado Sanfo tient désormais les rênes de la commune de Yako. Il est élu le 7 janvier dernier et est à la tête d'un conseil municipal fort de 95 membres. La construction d'une cité est une continuité. Donc nous travaillerons en tout cas à consolider dans un premier temps les acquis engrangés donc par les équipes passées et à notre tour, nous tâcherons donc d'apporter notre pierre angulaire à la construction donc de cette cité. La décentralisation, elle est aussi participative. Donc notre souhait est que la population participe ensemble parce que le conseil municipal lui seul ne saurait donc bâtir cette cité. Et pour construire, Amado Sanfo et son conseil municipal vont s'attaquer aux questions de l'heure, l'éducation, l'eau potable, l'assainissement et le social. On attend du nouveau maire pour qu'il puisse nous accompagner dans le développement du pays, de notre commune. Sinon, on a des secteurs qui n'y a pas l'eau. On a le problème de santé aussi à l'hôpital. À cet effet, le nouveau maire dit compter sur l'engagement de l'ensemble de la population de Yako. Actualité hors de chez nous, au Sénégal, l'ancien parti au pouvoir, le PDS, proteste contre l'arrestation de Karim Wade et d'autres barons de l'ancien régime. Hier, c'est des rues noires de monde qui ont grondé leur colère. La mobilisation, bien au-delà des attentes des initiateurs, donne des ailes aux tenants du parti déchu. Le PDS rêve de comeback. Au lendemain de sa marche à succès dans les rues de Dakar pour demander la libération de Karim Wade, ex-ministre d'État et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, inculpé pour enrichissement illicite, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Ce parti, qui a perdu le pouvoir il y a un an, dont plusieurs dirigeants font l'objet d'enquêtes sur leur gestion des fonds publics, réussit quand même à mobiliser des milliers de Sénégalais dans la rue. Mieux, les dirigeants du PDS déclarent même avoir entamé leur reconquête du pouvoir. Notre objectif principal est ce que Abdoulaye Wade a fixé au moment où il a quitté le pouvoir. Il nous a demandé d'aller vers la reconquête démocratique du pouvoir. Oui. Nous irons vers la reconquête démocratique du pouvoir. Cette manifestation a été faite sans Abdoulaye Wade, sans ses instructions. Il va sans dire qu'il n'a fait que nous encourager et ensuite nous montrer la voie idéale pour qu'on arrive à l'objectif fixé, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques qui sont aujourd'hui à Rebeuss, mais surtout la lutte pour la défense des intérêts des populations sénégalaises. Faut-il voir dans la grande mobilisation du 23 avril les premiers signes d'un repositionnement du parti d'Abdoulaye Wade, remis du choc de la défaite lors de la présidentielle de mars 2012. Le PDS est le meilleur parti d'opposition du Sénégal. Quand on voit la guérilla menée par le PDS pour la suppression du Sénat, quand on voit la présence du PDS dans les médias, et je pense que Macky Sall a du pain sur la planche parce que le PDS n'excelle que dans l'opposition. Le Parti démocratique sénégalais annonce qu'il va maintenir la pression. Il en a certainement les moyens, sauf si ses dirigeants tombaient sous les coups de la traque des biens mal acquis